Bien, mes chers collègues, je vous propose qu'on commence. Bonjour à vous tous et à vous toutes. En préalable à nos travaux, je souhaite évidemment la bienvenue à Monsieur Jacques Rey, député de la Haute-Savoie. Bienvenue dans notre commission. Nous en venons donc à notre ordre du jour. Le sommet One Ocean se tiendra à Brest, en Bretagne, du 10 au 12 février prochain, la semaine prochaine. Alors, ce grand événement s'inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, est organisé en coopération avec les Nations Unies et la Banque mondiale. Et on venait à l'instant de dire que c'était vraiment un événement remarquable et tout à fait la chance de pouvoir l'accueillir dans notre... en Bretagne et en France. Alors, pour comprendre tous ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Romain Troublé, qui est directeur général de la Fondation Tara Océan, et Monsieur David Sussman, qui est président et fondateur du fonds de dotation Pure Ocean Fund, que les membres de cette commission vous connaissent bien tous les deux. Et puis, Monsieur Thomas Asselin de Villancourt, directeur de ce fonds, qui est présent ici, et bienvenue aussi. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Alors, ce sommet One Ocean revêt une importance majeure, au moins égale à celle des conférences pour le climat. Les océans représentent en effet 72% de la surface du globe. Ils jouent un rôle essentiel pour l'équilibre des écosystèmes. Des secteurs entiers de l'économie en dépendent, bien sûr, comme l'aquaculture, la pêche, le tourisme ou l'énergie. La France dispose du deuxième domaine maritime dans le monde, s'il fallait le rappeler. La métropole et l'ensemble des collectivités d'outre-mer sont directement concernées par sa préservation. Or, nos océans sont en danger. Les émissions de gaz à effet de serre conduisent à leur acidification, ce qui atteint toute la chaîne alimentaire. Et ce phénomène, combiné avec la pêche excessive, provoque dans certaines zones un effondrement de la biodiversité et de la masse du vivant. Donc il s'agit d'une crise souvent qualifiée de silencieuse, car comme nous ne vivions pas en mer, nous ne la constatons pas. À part vous qui, évidemment, l'observez quotidiennement. Messieurs, vos deux organisations ont en commun de mener des recherches pour comprendre les océans, alerter le public sur la fragilité de leur état, lutter contre les différentes formes de pollution et prévoir l'impact des changements que nous constatons pour l'avenir. Vous avez acquis au fil du temps une expertise certaine et reconnue. Aussi, je vous remercie d'éclairer notre commission sur les enjeux du sommet One Ocean, sur ce que vous en attendez, sur ce que vous craignez peut-être, en raison des regards divergents que les États du globe peuvent porter sur les océans, en fonction de leurs intérêts. Risque-t-on d'assister à des débats aussi difficiles que lors des conférences sur le climat ? Pensez-vous que la communauté internationale fasse preuve de consensus pour la protection des océans ? Et considérez-vous que ces actions sont à la hauteur du défi qui lui est posé ? Voilà, je vous propose de prendre la parole chacun pour environ 5 à 10 minutes, en commençant peut-être par Romain Troublé, puis M. Sussman et M. Thomas Asselin de Villancourt qui s'exprimeront, non ? Pas M. Thomas. D'accord, très bien. À leur tour, nos collègues de la commission interviendront ensuite. Et puis évidemment, inscrivez-vous pour les questions si vous souhaitez en poser. Je vous en prie, monsieur Romain Troublé, c'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs les députés. Merci, madame la présidente. Pour faire partir un peu, je vais vous dire juste où est Tara aujourd'hui. Tara est en mer de Wedel. Madame Tufnel connaît bien. Elle a travaillé sur une résolution. D'ailleurs, ça rime, Madame Tufnel, mer de Wedel. C'est vrai. En mer de Wedel pour essayer de faire de la recherche avec le CNRS, avec des Anglais du British Antarctic Survey, qui sont très importants dans ce coin de la planète, et les Allemands avec le Polarstern. Donc c'est une coopération internationale qui se passe en mer de Wedel. Il y a tempête tous les 2 jours, il fait -2, -3, mais on arrive à faire quand même de la science et prélever des organismes pour comprendre davantage encore l'importance de cette mer de Wedel et l'importance de protéger cette biodiversité au sein d'une convention qui s'appelle la CAMELAR, qui je pense qu'il faudrait renommer la Antarctic Life Treaty, pour qu'elle prenne plus de poids dans la presse et que les gens comprennent ce que c'est que cette convention des mers régionales autour de l'Antarctique. On est là ici pour le One Ocean Summit. Le One Ocean Summit, et je vous parle aujourd'hui en tant que directeur de Tara, la Fondation Tara, et aussi en tant que président de la plateforme Océan Climat, qui est une association qui réunit 100 membres des ONG, des scientifiques de l'IFREMER, du CNRS, des entreprises, des fonds, comme les David Sussman,
et quelques fondations d'entreprises qui s'intéressent aux enjeux de lien entre l'océan, le climat et la biodiversité, et qui portent beaucoup la voix, notamment de la France, aux différentes COP climat et COP biodiversité à travers le monde depuis la COP 21. Alors, le One Summit auquel on va assister la semaine prochaine, c'est jamais arrivé qu'un chef d'État se dise, ou un chef se dise, on va faire un One Summit, on va faire venir autour d'une table quelques chefs d'État de la planète, le plus possible, pour parler de ces enjeux-là. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui sur les océans. C'est que partout où moi je vais, je suis ces négociations depuis maintenant 15 ans avec Tara, à New York, dans les différentes CAMLAR, dans les différentes sessions sur les enjeux de gouvernance de l'océan. Jamais il n'y a de ministre, jamais il n'y a de chef d'État. Tout le monde s'en fout. Alors, c'est un débat technique, c'est un débat politique. Techniquement, on sait comment les enjeux de l'océan, on les connaît, on connaît la pêche, on connaît les enjeux de protection, on sait comment protéger. On sait, c'est pas technique, c'est politique. Et tant qu'on n'arrivera pas à mobiliser dans nos États respectifs, notamment en France, l'importance de ces débats internationaux sur la conservation des océans et son usage durable, pas que la conservation, on n'arrivera pas à cranter des avancées dans cette protection, dans un futur plus durable pour cette planète, plus soutenable. Donc ça, c'est un premier message. Et donc, en cela, ce sommet est important. Et il faut bien comprendre que pour faire bouger l'ONU, il faut qu'il y ait 50 États qui se mobilisent. Pour faire bouger l'ONU, pour que, quelque part, une négociation sur la haute mer soit d'un seul coup fasse venir tous les autres États, il faut qu'il y en ait 50 qui viennent. Donc, si l'Europe se mobilise, plus 23 ou 24 États qu'on arrive à mobiliser autour de l'histoire, on arrive à avoir une masse assez importante qui s'appelle les champions, qui permettent de faire venir d'autres chefs d'État et de politiser davantage ces enjeux de l'humanité qui sont portés par l'océan. Alors, Washington Summit, il y a beaucoup de sujets, on ne va pas tous les traiter. Moi, j'en ai sorti quelques-uns et quelques-uns qui ne sont pas traités. Et on parlera plus avec les questions. Il y a des enjeux de gouvernance de l'océan qui sont exposés. Et là, je rappelle la résolution qui a été prise ici dans cette assemblée par Jimmy Pain et Maïna Sage, qui ont porté cette résolution sur la haute mer. Il n'y a pas longtemps que ça. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur ce sujet et j'étais bien accompagné sur ce sujet-là. Sur l'importance de traiter cette zone au-delà des 350 km de nos côtes, des côtes des États, qui représentent la moitié du globe, et aujourd'hui, dont la biodiversité n'est pas du tout réglementée, où on y fait un peu ce que l'on veut, si ce n'est les fonds marins qui sont eux traités par une agence de l'ONU qui s'appelle l'Agence internationale des fonds marins. Et pourquoi c'est important cette Ocean Summit au début de l'année 2022 ? C'est qu'on arrive en fin de cycle de négociation de ce traité. Ça fait 11 ans, ça fait 11 ans que depuis 2011, avant Rio plus 20, les États se sont dit qu'il faut qu'on arrive à un traité. Alors, il y a beaucoup de négociations qui ont eu lieu. Et la fin de ce premier cycle se termine en 2022. Si on doit renégocier, il faudra une décision de l'Assemblée générale de l'ONU cette année pour relancer un cycle de négociation. Or, c'est le seul traité négocié aujourd'hui à l'ONU. C'est important, très important pour le futur de notre écosystème. L'océan, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, est indispensable pour la survie, sur les grands équilibres planétaires. Je ne vais pas rentrer en détail ici. Il n'empêche qu'il faut vraiment arriver avec ce sommet à mobiliser, comme je l'ai dit, plusieurs chefs d'État, une masse de chefs d'État pour essayer de les emmener à New York cette année, pour essayer de close the deal, comme on dit en anglais. Si on peut s'exprimer en anglais ici, je ne sais pas. En tout cas, une fois qu'on aura ce traité, on aura un traité quelque part de l'océan, quelque part, 70% de la planète, 70% de l'océan seront sous ce traité, et donc on pourra commencer à faire des conférences des parties, etc., pour traiter l'enjeu de cette biodiversité, et qui, à mon avis, l'enjeu de haute mer, il est surtout et avant tout un enjeu climatique. C'est pas tant un enjeu de pêche, de pêcherie et de stock de pêche, vraiment un enjeu d'échange entre l'atmosphère et les océans, un enjeu de conservation de ces écosystèmes qu'on ne connaît pas très bien, qui sont des écosystèmes microscopiques que Tara connaît de mieux en mieux, avec le CNRS. Et ces aires marines protégées qu'on va faire demain en haute mer seront des aires marines protégées climatiques. Elles vont venir garantir que ces échanges gazeux continueront à se faire dans le futur. Je rappelle que la moitié de l'oxygène qui est produit chaque jour est produit par l'océan et que 40% du carbone est stocké par ces océans.
Ça, c'est un enjeu majeur. Il y a une autre question qui est sur la protection dans les zones sous juridiction, donc les protections par des aires marines protégées. On a un décret qui est en train de sortir, qui est sorti, qui a été récemment sorti. Et ce décret, il dit rien. Il dit rien. Il dit surtout qu'on va pouvoir faire du cas par cas à chaque territoire. Ce décret, la protection la plus haute de ce décret, elle est équivalente à la plus basse de l'IUCN. Donc, il est la plus basse de ce qui se fait à l'international. Donc, on est vraiment sur un décret qui n'est pas, disons, ambitieux, qui introduit des notions d'enjeux écologiques très floues, qui introduit des notions d'impact significativement limité sur les écosystèmes très flous. Et ça ne va pas aider ceux qui veulent vraiment se bouger dans les territoires pour faire des marines protégées qui sont sérieux. Et donc, je pense qu'il y a un gros manque d'ambition. Et si on suit un peu ce que dit l'UICN, aujourd'hui, en France, on est à 1,3% d'aires marines protégées très fortes, sur le meilleur niveau de l'UICN. Donc, on est très loin de ce que font nos copains à l'étranger. Il faut bien prendre conscience de ça. Et je pense qu'il faut bien prendre conscience qu'on a encore beaucoup de travail à faire et qu'il faut bien sûr continuer le travail qui a été amorcé, aller plus loin, et pas que dans les outre-mer, pas que dans les TAF, mais aussi le long de nos côtes en France. Et je pense que tous les territoires littoraux s'en sortiront plus heureux et plus riches de protection, pas partout, des protections très fortes, dans des zones très petites peut-être, qui bénéficient à un écosystème autour de ça. Je vais passer rapidement parce que je suis presque à mon temps. L'économie circulaire n'a pas du tout été traitée dans ce One Ocean Summit. Il va être aussi, je pense, il va générer quelques annonces du président de la République sur ces sujets-là. Il y a un enjeu d'économie circulaire. Les enjeux plastiques en mer, c'est pas en mer que ça se passe, c'est à terre, dans les territoires, dans l'économie circulaire. Les lois AGEC qui étaient de ce quinquennat étaient très ambitieuses au début du quinquennat. Et depuis la moitié de ce quinquennat, on a assisté on a regardé ailleurs de l'application de ces décrets. Et tous les décrets ont déshabillé cette loi tranquillement jusqu'au mois de décembre, jusqu'à Noël, pour en diminuer l'impact. Et j'ai des exemples, on pourra en discuter peut-être plus après. Et je vais m'arrêter là pour l'instant, puis il y aura d'autres questions, je pense, c'est très bien. Je continue. Des exemples sur le polystyrène, mais je pense qu'il y aura des questions sur ces sujets d'économie circulaire, parce que le recyclage n'est pas la solution. On est obligé de faire réduire notre économie circulaire, on est obligé de faire réduire la mise sur le marché de ce produit à usage unique. On doit être les plus pragmatiques possible. Il faut supprimer les usages qui sont des usages évidents que ça va fuir dans la nature. Je pense à des petits formats, les consommations nomades, le plastique souple, etc. Réduire ça. Il faut supprimer ceux qui sont toxiques. Il y a des plastiques aujourd'hui toxiques, comme le polystyrène, qui ont été notés comme toxiques par quelques groupes de médecins. Et puis les plus compliqués à recycler. Donc les plus faciles qui vont dans la nature, les toxiques, et les plus compliqués à recycler. Ce n'est pas une guerre contre le plastique, c'est une guerre pour être pragmatique sur qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui en France demain. Et si vous voulez, dans vos groupes différents, on a fait une stratégie sur les plastiques que vous pouvez prendre pour les prochaines élections présidentielles. Très bien. C'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous en donnerai après. Ouais. J'en ai pas beaucoup, un par groupe. S'il vous plaît. Merci. Voilà, et je termine sur les pôles, parce que Tara, vous connaissez Tara. On a passé beaucoup de temps sur les pôles. S'il vous plaît. Hein? Les pôles. Alors, déjà, mobilisation de l'Assemblée nationale pour renforcer le budget de l'IPEV, de l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor, qui était vraiment à des cas de burn-out avec des gens par moins 50 au bout du monde qui dépendaient de gens qui étaient en surcharge de travail ici. Bravo d'avoir augmenté ce budget, d'avoir aussi apporté un soutien. Je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller plus loin. Eh bien oui, ça ne suffit pas. Et on a un budget de l'IPEV de 18 ou 19 millions d'euros. Je ne vais pas les détails. On a 95% qui sont alloués à l'Antarctique. On a 5% alloués à l'Arctique. On a besoin que la France revienne en Arctique, revienne au pôle Nord, qu'elle revienne avec de l'influence, avec de la science, avec des bases, plus qu'une petite base qu'on a toute petite aux Svalbard, mais des bases aussi au Groenland, pourquoi pas demain, pour refaire venir nos chercheurs en Arctique et reprendre la parole sur ces sujets scientifiques, climatiques, majeurs qui sont en Arctique. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite qu'ailleurs. C'est une véritable sentinelle du climat aujourd'hui. Et tout ça, on le fait avec un travail du CNRS, du CNES et de l'IPEV qui est sensationnel, puisqu'on a la deuxième excellence de publication de la planète aujourd'hui, malgré des budgets qui sont à 2 à 4 fois inférieurs à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la Belgique.
sur ces sujets-là. Et notre base du Mont-Durville, j'ai eu l'occasion de le dire au président de la République, n'est pas vraiment du Mont-Durville, mais est bidon d'Urville. On n'a pas investi dans cette base depuis 40 ans. Et si vous y allez, vous vous rendriez compte qu'on est très très loin de... Malheureusement, la ministre de la Recherche n'a pas pu passer par du Mont-Durville. Ça aurait été intéressant qu'elle passe et qu'elle se rende compte par elle-même de l'enjeu, de ce qu'il faut faire là-bas pour améliorer la situation. Et voilà. Et je voulais juste finir pour rappeler que dans l'histoire des pôles, très souvent, c'était des mobilisations privées qui ont été à la découverte des pôles. Charcot était privé au départ, il a été soutenu par l'État, du Mont-Durville, etc. Et nous, on a aussi, avec Tara, une mission de retourner au pôle Nord pour les 20 ans qui viennent, de mettre une base dérivante qui va dériver 10 fois jusqu'à 2045, pour emmener des chercheurs français là-haut et des chercheurs russes, des chercheurs anglais et américains. L'enjeu est de coopérer en Arctique et d'arriver à trouver un terrain de dialogue commun avec notre chercheurs en Arctique demain pour une meilleure gouvernance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Romain Troublé, la parole est à David Sussman. Merci Romain, tu as bien fait. Bonjour. Du commerce ici. Je vais vous raconter une belle histoire. Vous êtes d'accord ? Je vais vous raconter une belle histoire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Avant toute chose, je voulais remercier pour votre invitation, et particulièrement Claire Pitola et Jimmy Pain, députés des 2e circonscriptions des Bouches-du-Rhône et du Morbihan, qui m'ont permis de venir m'exprimer ici, où je suis d'ailleurs implanté à la fois avec mon entreprise et l'ONG Pur Océan. Je vais dans un premier temps me présenter, vous dire quelques mots sur l'entreprise que je dirige depuis plus de 25 ans, et je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai décidé d'être un entrepreneur engagé, et comme je m'implique concrètement dans la préservation de notre océan avec le fonds de dotation Pur Océan et ce qui m'anime. Je formulerai aussi quelques vœux, quelques pistes de réflexion. Je vais essayer de vous faire des propositions qui pourraient, à mes yeux, contribuer à aider les ONG à protéger plus sereinement et plus efficacement l'océan. Donc, je suis David Sussman, j'ai 51 ans, père de 4 enfants, marseillais, citoyen du monde, passionné par l'océan. J'aime dire que je suis optimiste, un homme d'action, de transformation. En général, on dit que je suis enthousiaste. Je me suis lancé très tôt dans l'entrepreneuriat. J'ai créé Seafoodia en 1996. Implanté donc à Lorient et à Marseille, Seafoodia, en fait, on est spécialisé dans la vente et la distribution de produits de la mer, que j'aime appeler les merveilles de la mer. On commercialise nos produits dans 80 pays. C'est environ 80 000 tonnes de produits donc, qui sont de la mer vendus chaque année, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une forte croissance à venir. Ce sont des produits innovants, durables, à la source de la vie, qui contribuent, j'en suis convaincu, à une meilleure santé des hommes, des animaux et de la planète. Être respectueux de la planète ne doit pas être une simple promesse marketing. Nous avons le devoir de l'être très concrètement. Donc, comme je viens de le dire, j'ai vu et je vois l'océan depuis mon plus jeune âge, ayant grandi à Marseille. Et pendant 30 ans, j'ai passé la moitié de ma vie à traverser soit l'océan sur des voiliers, soit concrètement travailler au bord de l'eau avec des opérateurs. J'ai constaté, en fait, dans mon activité, et j'ai vécu et travaillé avec des opérateurs, des acteurs peu scrupuleux, étant capables de nuisances sans ménagement, en pêchant par exemple illégalement. On a dit 2 mots dessus, mais la pêche illégale, vous savez que c'est 25% des pêches mondiales estimées, c'est plus de 25 milliards de dollars. C'est catastrophique. J'étais confronté aux effets du changement climatique, la migration des poissons dans de nouvelles zones et la baisse des populations de certaines espèces. La pollution de l'océan, je l'ai vu aussi, plastique, bouteilles, emballages, sacs, filets de pêche, flottant sur la mer, etc. Je me suis dit que je devais agir à mon niveau pour que mon activité ait un impact positif sur la planète, sur les hommes. J'ai donc décidé de mettre en œuvre chez Seafoodia, mon entreprise, une politique stratégique qui place l'enjeu environnemental au cœur de son activité. Seafoodia, aujourd'hui, on accentue en fait notre activité de négoce sur la durabilité des approvisionnements en prenant en compte les différentes filières et leur impact environnementaux afin de fournir les matières premières issues majoritairement d'une chaîne d'approvisionnement responsable. Seafoodia est aussi adhérente à la Convention des entreprises pour le climat. Dès les premiers jours, vous avez eu l'occasion d'auditionner très récemment. Les entreprises, les entrepreneurs aujourd'hui, c'est un mouvement de fond, s'engagent. Car au risque de me répéter, j'estime qu'il est aujourd'hui du devoir de tout entrepreneur, et non pas que de chaque citoyen, bien sûr, mais de tout entrepreneur, de s'engager dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le déclic, je l'ai eu
il y a une douzaine d'années, et ça a changé ma vie. Je travaillais avec des pêcheurs au Canada, et lors d'une rencontre avec des Inuits, l'un d'eux s'est mis à pleurer dans mes bras. Il découvrait pour la première fois de l'herbe, là où il n'avait jamais vu que de la glace auparavant. À partir de ce jour-là, j'ai pris conscience que j'avais un rôle à jouer au-delà de mon business. Alors, la genèse de Pur Océan. J'ai voulu aller plus loin, j'ai échangé, j'ai rencontré des experts, des patrons d'ONG, des chercheurs, des philanthropes, des acteurs associatifs du premier plan, à l'international, à Marseille. Et face à ces défis, je me suis forgé 3 convictions. La première, il faut soutenir la recherche océanique, par tout moyen. La science, ce n'est pas une fake news. On doit se caler sur des scénarios objectifs basés sur la data et y croire. Mais il y a un manque cruel de financement. Le budget de la recherche océanique, il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, voire catastrophique pour la nation qui a quand même la 2e surface maritime au monde. Le budget alloué à la recherche océanique en France, il dégringole d'année en année. On devait avoir 3% du PIB, on est à 2,3%, la Corée du Sud 4,8%, à l'Allemagne 3,8%, la Chine qui investit massivement. Et on connaît la façon dont la Chine, on en discutera peut-être, gère aujourd'hui ses pêches et ses enjeux. Le deuxième, c'est soutenir l'innovation. C'est essentiel l'innovation pour relever en fait ces défis environnementaux. On ne peut pas se résoudre en fait tous les problèmes d'innovation, mais ça offre tellement de possibilités réelles et concrètes, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Troisièmement, les entreprises, les chefs d'entreprise doivent s'engager. On verra comment. Ils peuvent parfois contraindre en fait pour amorcer ou accélérer la transition. Il faut, j'en suis convaincu, réussir à embarquer les entreprises dans un mouvement de transformation qu'elles comprennent, et c'est aussi dans leur intérêt. Nous, chefs d'entreprise, nous avons des moyens. Les entreprises, on a une capacité d'investissement, que ce soit au niveau des R&D dans nos entreprises, pour aider à la transformation de nos modèles, ou via le mécénat pour soutenir des actions en faveur de l'environnement. Parce que, mesdames et messieurs, nous avons la chance d'être là, présents ce matin avec Romain, mais imaginez les budgets de nos 2 petites ONG face aux monstres des GAFAM et des milliards, en fait, dont nous aurions besoin. Je me suis dit, en fait, qu'il fallait que j'utilise mon réseau, il fallait que j'utilise ma voix, tous les leviers, en fait, dont je dispose pour agir pour l'environnement, pour l'océan, pour notre planète bleue, pour nos enfants, pour vos enfants et les générations futures. De là est née l'idée de Pur Ocean Fund, Pur Océan, avec un positionnement qui est très précis. Pur Océan, c'est l'ONG des entrepreneurs qui s'engagent pour la protection de l'océan. Donc aujourd'hui, Pur Océan, c'est environ 150 mécènes, essentiellement des entreprises françaises, des grandes entreprises, mais aussi des moyennes et petites. Nous avons levé l'année dernière 800 000 € sur notre dernier exercice. On espère atteindre 1,3 million cette année, très prochainement 3, puis 10 millions. Évidemment, je rêve de 100 millions. Pur Océan finance des programmes de recherche scientifique innovants, appliqués partout dans le monde. 3 objectifs. Le premier, protéger l'océan et la biodiversité marine, trouver des solutions pour une exploitation durable des ressources marines, et enfin, accroître les connaissances sur l'océan et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Actuellement, Pur Océan finance une dizaine de projets. Les projets sont sélectionnés par nos comités scientifiques. Dans le comité scientifique, nous avons notamment Françoise Gaël, que vous connaissez bien, mais aussi Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Musée national d'histoire naturelle, et leurs alter ego américains, marocains, indiens. Nous avons souhaité immédiatement naître global et pouvoir avoir un impact sur la planète. Parmi les projets que nous soutenons, en effet, nous sommes au Canada, en Australie, en Amérique du Sud. Un exemple de projet, le projet par exemple Coastal Ocean Watch, porté par l'Université de la Côte d'Opale Littoral, qui évalue et analyse la qualité des eaux côtières européennes depuis 20 ans grâce à la télédétection spatiale de la couleur de l'eau. Encore une fois, il faut utiliser la technologie. Un autre exemple, en mer Égée, donc en Méditerranée, qui utilise des technologies innovantes. Ce sont des robots, des scanners, qui localisent et surveillent les récifs coralligènes, c'est-à-dire le corail de Méditerranée à plus de 100 mètres de profondeur, en travaillant avec les pêcheurs locaux pour faire appliquer l'interdiction de chalutage sur des hotspots de biodiversité. On a déjà découvert des nouvelles espèces. Comme vous le savez, 9 espèces sur 10 sont encore à découvrir dans l'océan. Et puis, nous sommes en train de finaliser la sélection de nouveaux projets qui seront soutenus cette année. On a une candidature de 24 pays, en fait, qui couvrent des sujets passionnants. La protection de la mégafaune marine via les données, les drones, l'artificial intelligence, la restauration innovante de récifs coralliens et des aires marines protégées gérées localement. Il est parfois difficile d'embarquer le public quand nous parlons de science et de projets scientifiques. Alors, pour intéresser le public, les entreprises, les collaborateurs, le grand public, Pur Océan s'appuie sur 2 choses. 1, des Talk for Pure Ocean. Nous participons à des conférences, des tables rondes, des échanges entre experts et la société civile. Et 2, nous organisons des Race for Pure Ocean. C'est des événements sportifs qui permettent de médiatiser nos messages, de sensibiliser autour de la protection de l'océan et des levées de fonds pour la recherche. Suivez-moi à partir du 8 mai entre les Bermudes et l'Orient.
sur le bateau de Jean-Pierre Dick pour une Race for Pure Ocean. Nous parlerons pendant 2900 milles nautiques, pendant une dizaine de jours, en live, sur le bateau, justement, des enjeux de l'océan. Troisième axe, c'est des actions de mobilisation des citoyens et de l'entreprise. Vous avez tous reçu, je pense, aujourd'hui une goutte bleue, que Thomas de Villancourt, notre directeur, vous a peut-être distribuée. La goutte bleue, en fait, c'est donc un sac qui permet de régler la problématique des déchets qui sont abandonnés en mer. Vous savez, 80% des déchets en mer proviennent de la mer ferme, et on a voulu apporter un moyen simple de sensibiliser, mobiliser le public, d'agir individuellement pour un enjeu collectif. La goutte bleue, donc, c'est un sac recyclable qui invite son bénéficiaire à ramasser les déchets sauvages autour de soi, où qu'il en soit. Madame la Présidente, je vois que j'en ai pour 1 ou 2 minutes. Ça va ? Très bien. Donc, sur cette saison 2, en fait, de la goutte bleue, on va intégrer des sacs qui sont fabriqués à partir d'algues de fosse sur mer et qui sont recyclés des poubelles jaunes. Fabrication française de bout en bout. On en aurait rêvé il y a encore 5 ans. Cette année, on va le réaliser. Les choses peuvent aller extrêmement vite. Mais les actions de ramassage, elles ne vont pas suffire, ni les demi-mesures. Face aux enjeux, réchauffement climatique, perte de la biodiversité et bien sûr la pollution de l'océan, nous avons besoin que toute la société, tous les acteurs s'engagent plus fortement dans la transition écologique. Et nous devons accélérer la cadence, on ne peut plus attendre. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer sur la pollution plastique. Je sais que vous en parlez énormément depuis 48 heures. J'avais des notes, mais je vais aller un peu plus vite. Vous avez un rôle à jouer sur la haute mer. Voilà. Vous avez un rôle à jouer sur la haute mer, on en a parlé. Et la haute mer, je sais de quoi je parle, parce que dans mon métier, évidemment, de la pêche, je vois ce qui s'y passe depuis des années. Et enfin, sur la pêche illégale. On ne peut pas laisser cette situation durer. Et il est urgent d'agir sur ces trois axes. Je voudrais évoquer quelques axes des propositions, des idées. Pure Océan, comme d'autres ONG, œuvre à l'approfondissement des connaissances maritimes. Mais à quel prix ? Nous, les ONG, nous sommes soumis aux mêmes charges sociales qu'une entreprise. Pourquoi pas envisager de les alléger ou même de les exonérer ? Vous ne pensez pas que c'est des enjeux majeurs ? Vous ne pensez pas que dans le « quoi qu'il en coûte », on devrait faire des choses, peut-être aussi pour accélérer en fait le développement des ONG. Nous pourrions peut-être aussi envisager de flécher plus de moyens vers des projets innovants afin de mieux comprendre et protéger la biodiversité marine dans le bien de tous. Alors, puisque j'en suis à formuler des souhaits, messieurs, madame les députés, ne pourriez-vous pas proposer l'application d'un 1% environnemental à l'image du 1% logement qui existe déjà ? Je vous propose la création du P2EPE, la participation des employeurs à l'effort de préservation de notre environnement. Elle permettrait de lever 1% de la masse salariale de chaque entreprise assujettie pour contribuer à la protection de notre patrimoine environnemental. Je voulais aussi vous parler, chez les ONG, de la capacité de s'endetter. On pourrait imaginer, regardez Romain, qui puisse s'endetter, lever des fonds pour avoir d'autres bateaux, d'autres taras. Moi, je rêve de voir 10 taras, 20 taras, 50 taras. Il y a urgence et on ne peut pas attendre. Capacité de s'endetter. Capacité d'avoir des notations, notamment avec la Banque de France. Capacité de prendre en compte justement l'ESG à la fois pour les entreprises dans leur cotation Banque de France et pour les ONG. Rêver de créer non pas seulement dans la French Tech des licornes de la tech, mais créer peut-être des licornes des ONG. Rêver que ces ONG un jour fassent des milliards, pourquoi pas, vu l'enjeu de notre commission et de nos engagements aujourd'hui. C'est toutes en fait ces raisons pour lesquelles moi je voudrais qu'on discute de ces enjeux, peut-être apporter des solutions. Et je suis, de la même façon qu'il y a 2 ans, lorsqu'on a eu Covid, j'ai entendu, quoi qu'il en coûte, nous étions en guerre. C'est un combat qu'on a mené contre le Covid et on a réussi. Je pense que cet enjeu est aussi dans le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, il nous faut les moyens. Moi, je réclame pas d'argent. Je vous réclame la capacité pour les ONG d'accélérer leur développement de façon significative. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, mes chers collègues, nous allons écouter les orateurs des groupes. Voilà, je vais donner la parole à Yannick Horry pour La République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs. L'océan couvre plus de 70% de la surface de notre planète et reste pourtant trop souvent en marge des rencontres internationales. Le climat, sa COP. L'océan fait dorénavant l'objet d'un événement majeur grâce à l'initiative du président de la République avec le One Ocean Summit qui se déroulera à Brest les 9, 10 et 11 février.
En tant que député du littoral, je suis fier que ce premier sommet international de l'océan se tienne en France dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne avec le soutien des Nations unies. L'océan est aujourd'hui en danger, comme l'indique Peter Thomson de l'ONU, pas de planète en bonne santé sans océan en bonne santé. Ce sommet pour agir ensemble face aux menaces sur l'océan regroupera des scientifiques, des praticiens, des acteurs multilatéraux, des commissaires européens, des responsables gouvernementaux et locaux du monde entier afin d'échanger et partager les connaissances pour mieux répondre ensemble aux différents enjeux. L'objectif affiché par la France est ambitieux, il est triple. Soutenir et amplifier l'action internationale pour l'océan, mobiliser la communauté maritime internationale, agir face aux différentes menaces sur l'océan, et pour cela, il est essentiel de faire progresser la gouvernance, de protéger les ressources et la biodiversité, de s'adapter aux effets du changement climatique, de lutter contre les pollutions, notamment plastiques. Sur ce dernier point, notre majorité a adopté de nombreuses mesures concrètes avec les lois Egalim et anti-gaspillage. Avec l'adoption unanime de la PPR pour le renforcement d'une action internationale de lutte contre la pollution plastique, nous avons appelé de nos vœux une diplomatie ambitieuse à laquelle le One Ocean Summit répond. Pour que ce sommet soit une réussite, les États doivent s'engager sur, par exemple, la décarbonation du transport maritime, la lutte contre la pêche illégale, la pollution plastique ou encore la préservation de la biodiversité. Qu'attendez-vous de ce sommet inédit pour qu'il soit réussi? Merci. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, la parole est à Jean-Marie Sermier. Merci, Madame la Présidente. Merci aux orateurs. Je suis sans doute le député le plus à même de vous parler d'océan, étant celui le plus éloigné dans le département du Jura de tout lieu marin. Ou alors il y a 220 millions d'années. En tous les cas, ma collègue Danielle Brulebois, collègue et ami Danielle Brulebois, député du Jura, confirme qu'on a effectivement des grands lacs dans le département du Jura. Mais en dehors du département, il y a 70% d'océans sur cette planète. Et c'est effectivement la principale couverture de notre Terre. Et ces océans représentent 1,3 milliard de kilomètres cubes d'eau. Quelque chose d'inimaginable au regard de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la goutte d'eau. Cette eau, en fait, elle régule pour l'essentiel le climat. Et on a pris conscience bien trop tardivement de cette mécanique purement scientifique qui fait que ça n'est pas une cause mais une conséquence. Et que le climat aujourd'hui est en train de changer les océans qui vont emballer le changement climatique par rapport à ce changement technique. Je veux parler par exemple de l'acidification, je veux parler du stockage de carbone dans ces océans, je veux parler aussi du réchauffement de ces océans qui entraînent un dérèglement des grands courants marins. On évoque le problème du Gulf Stream. Est-ce qu'il sera toujours d'actualité dans un certain nombre de décennies ? Et donc, on peut que se soucier plus activement encore du problème des océans. J'appelle évidemment avec l'ensemble des collègues de notre groupe à avoir des actions particulièrement efficaces dans le cadre du sommet de Brest, parce qu'on n'est pas obligé de faire de l'anglicisme en totalité pour pouvoir réussir en matière d'océan. Et donc il convient que nous soyons d'ailleurs représentés, Madame la Présidente, à la Commission Développement Durable, à ce sommet, essayer de trouver des solutions tangibles et les appliquer le plus efficacement dans le prochain mandat qui va s'ouvrir bientôt. Merci, monsieur le député. Pour le groupe MoDem, je donne la parole à Jimmy Pain. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, messieurs les navigateurs, vous remarquerez que, quand même, que beaucoup de choses m'ont été inspirées depuis quelques années de la Fondation Tara. Et je voulais commencer vous remercier par vous, Madame la Présidente, d'avoir organisé cet échange sur les enjeux du sommet de Brest, à la veille de cet important rendez-vous international qui va nous permettre d'accélérer sur la protection de l'océan, mais aussi les intervenants de la Fondation Tara et Pure Océan de leur présence. Je rappelle la photo qu'on a tous faite à bord de Tara, de ces négociations BBNJ qui sont importantes parce que ces négociations
négociations BBNJ, ce sont les dernières et ce sont les seules en cours. Romain nous l'a dit, il faut qu'au mois de mars, on a deux missions sur ces négociations BBNJ. Un, c'est que l'un de nos ministres y aille ouvrir la négociation. L'autre, et Romain l'a dit, et je répète un peu ce qu'a dit Romain là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que nous regardions à nouveau ce décret qui va sortir, ce décret de la loi climat et résilience. Je crois que c'est vous, Lionel Cos, qui en était un petit peu rapporteur. Il faut qu'on regarde un peu où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est de ce qu'on appelle la protection forte, de la stricte protection que dit le monde anglais. Il faut vraiment que nous, Français, on soit au même niveau que le monde international. Voilà, donc il faut vraiment qu'on se bagarre pour ça, Lionel, et on a une petite semaine avant que le décret sorte. Si ça prend un peu de temps, c'est pas trop grave, Madame la Présidente. Ce qui est important, c'est des vraies aires protégées. C'est pas compliqué, une aire protégée. Une aire protégée, c'est la fameuse plage de Leonardo DiCaprio. Pendant 2 ans, on n'y a rien fait. La nature y a retrouvé totalement sa place. Ça, c'est ce qu'on appelle les aires protégées fortes. On n'en fera pas partout, mais il faut qu'on arrive à en faire de temps en temps. Les aires protégées, 30%, et là, Monsieur Sussman, je m'adresse à vous, c'est la pêche illicite, les engins de pêche, le repos biologique. Ce sont toutes ces choses. Regardez, le repos biologique, c'est quelque chose qui fonctionne sur les côtes nord-africaines. Nous, on n'arrive pas encore à le faire. Donc, vous remerciez, messieurs, de votre présence, de vous dire que je voudrais voulu aussi aborder un petit peu le sujet des plastiques, mais je crois que vous aurez des questions avec ma collègue Rioton là-dessus, parce qu'il faut aussi, Véronique, qu'on aille un peu plus fort peut-être sur les décrets, et qu'on suive bien les décrets sur cette belle loi AGEC que nous avons votée et dont nous pouvons être fiers. Et Madame la Présidente, moi aussi, je vous attends tous à Brest, 9, 10 et 11 février prochain. Merci beaucoup. Je crois qu'on sera un certain nombre d'entre nous à Brest, d'ailleurs. Enfin, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'y serai. Pour le groupe socialiste, la parole est à Chantal Jourdan. Merci Madame la Présidente et merci donc à nos intervenants. Donc nous le savons, les ressources naturelles sont surexploitées et les ressources maritimes n'échappent pas à cette réalité. Nous avons abîmé nos océans, la faune et la flore qu'ils abritent au point de faire disparaître de nombreuses espèces marines essentielles à l'équilibre de cet écosystème. Longtemps laissée de côté par les politiques publiques environnementales, la protection des océans représente pourtant un enjeu fondamental dans la lutte contre le dérèglement climatique. Les sujets liés à la conservation des océans et à la gestion de leurs ressources sont nombreux. Braconnage, pêche, surpollution plastique, montée des eaux, exploitation minière, etc. Et tous ces sujets sont connectés aux enjeux planétaires de protection de la biodiversité et de lutte contre le dérèglement climatique. Il est donc urgent de mieux protéger les océans, c'est l'objectif du sommet de février, et nous espérons que la France sera à la hauteur, notamment dans les discussions relatives aux aires marines protégées dans le cadre donc, du traité international sur la haute mer. Nous avions déjà exprimé certaines craintes quant au double discours du président et du gouvernement à ce sujet, qui continue notamment à soutenir des activités destructrices comme l'extraction minière en eau profonde. Plus largement, les intérêts contradictoires avec la préservation de l'environnement sont nombreux sur ces questions. Alors malgré ces résistances, pensez-vous, vous, que ce sommet pourra quand même aboutir à des engagements concrets et coercitifs, notamment au moyen des solutions que l'on connaît, puisque vous dites que nous connaissons déjà des solutions? Et enfin, comment, à votre avis, le président de la République française pourrait peser sur la diplomatie mondiale afin que les États respectent les engagements nécessaires? Très bien. Je vous remercie. Très bien. Merci, Madame la députée. Pour le groupe UDI indépendant, la parole est à Guy Bricout. Merci, Madame la Présidente. Merci aux intervenants qui sont passionnés. Alors, un des gros sujets, vous l'avez dit, bien sûr, c'est celui de la pollution plastique. Comment, au niveau européen, s'est-on emparé de cette question et qu'attendez-vous encore, le cas échéant, de ce sommet en la matière? Quel lead la France doit-elle prendre? La France a-t-elle à ce jour toute la crédibilité voulue pour prendre le lead en matière de protection des océans? Il semble en effet qu'elle s'apprête à annoncer encore lors de ce sommet la création de nouvelles aires protégées, alors que parallèlement, elle ne se donne peut-être pas les moyens humains à l'OFB de les contrôler. Où en est-on aujourd'hui de la pêche durable? Quelles sont encore les grandes avancées à faire en la matière? Comment la France peut-elle se positionner sur cette question? Où en est-on précisément des moyens financiers, notamment à l'international, mis au service de la préservation de nos océans? Sont-ils à la hauteur des enjeux?
Que préconisez-vous à la matière, le cas échéant? Aujourd'hui, 60% des surfaces des océans ne répondent à aucune juridiction. C'est évidemment la porte ouverte à toutes sortes de délits tels que le braconnage et autres pillages. Comment ce sommet peut-il faire avancer les choses en la matière? Et enfin, concernant le verdissement du transport maritime, pouvez-vous nous en faire un état des lieux et nous indiquer quelles sont encore les grandes étapes en la matière? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Et pour le groupe Liberté et Territoire, la parole est à Paul-André Colombani. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur Troublé, Monsieur Sussman. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'océan, Monsieur Peter Thompson, a donné le ton du One Ocean Summit. Il n'y a pas de planète donc en bonne santé sans océan en bonne santé. Et 2022 est l'année où nous pouvons interrompre ce déclin. Ce constat sans appel qui appelle à des mesures à la hauteur des enjeux. Ce sommet mondial sur l'océan doit permettre d'élaborer un cadre de réglementation de la haute mer, mais les problématiques écologiques ne semblent pas être toujours prioritaires. Jean-Yves Le Drian l'a rappelé, il s'agit aussi, et peut-être surtout, d'aborder des intérêts de sécurité et des intérêts économiques. Si l'importance de ces intérêts est évidemment indéniable, un principe de réalité s'impose à nous. Il est aujourd'hui plus qu'urgent d'exploiter, de gérer et de protéger durablement cette ressource naturelle dans le cadre d'une économie bleue. Les ressources maritimes stimulent la croissance et la richesse, mais les activités humaines les poussent au bord de la catastrophe. Les océans sont particulièrement menacés par la pollution plastique. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique provenant de sources terrestres finissent dans les océans. La pollution par le plastique porte atteinte aux économies, aux écosystèmes et à la sécurité alimentaire et pourrait avoir des répercussions sur la santé publique. Ce sujet sur lequel notre groupe Liberté et Territoire est particulièrement mobilisé, notamment à travers la PPL de mon collègue François-Michel Lambert, visant à doter la France d'instruments nécessaires pour lutter contre la pollution plastique. Estimez-vous que la signature d'un traité international à force obligatoire visant fortement à réduire la pollution plastique doit être une des priorités absolues de ce sommet? La volonté de la France d'obtenir un engagement des États en faveur d'un classement de 30% de la surface des océans en zone protégée vous semble-t-il suffisant? Je vous remercie. Bonne question. Merci beaucoup, monsieur le député. Je n'ai pas d'orateur de groupe pour la France Insoumise, ni pour le groupe Gauche, démocrate et républicaine. Je vous invite à, si vous voulez bien, répondre aux orateurs de groupe, sachant que nous avons aussi des questions qui suivront, en tout cas posées par les députés. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez en poser. Moi, vous êtes du Jura, moi je suis Haute-Savoie. Donc je suis quand même un marin quand même, et breton aussi. Donc je suis français en fait. Puis en fait je suis européen plus largement. Citoyen du monde. Donc on peut tous parler de l'océan, et surtout je suis très content que vous ayez pris la parole du Jura pour parler de l'océan. Peut-être que la Haute-Savoie pourra aussi répondre sur ce sujet de la Clusaz. Si vous êtes chez vous, votre circonscription la Clusaz ou pas? Il n'écoute pas. Alors, que faire de ce sommet une réussite? Alors c'est pas ce sommet qu'on va décider de trucs coercitifs. C'est pas là qu'on va décider, nous les Français et les Européens, parce que ça en tant que président de l'Union européenne. Par contre, c'est là qu'on peut lancer des dynamiques que je vous ai parlé. Pourquoi 2022 c'est important, et pourquoi Peter Thompson, envoyé spécial de Guterres pour les océans, s'est exprimé ainsi, en disant on peut en 2022 arrêter le déclin de cet océan pour essayer de reconstruire. Parce que 2022 c'est une année incroyable. On a, à la fin du mois de février, à Nairobi, l'opportunité de décider de mettre en place un traité international sur les plastiques, à l'instar de ce qui avait été fait à Montréal sur les gaz fluorés contre la couche d'ozone quand j'étais petit. En Haute-Savoie, justement, à ce moment-là, j'étais en Haute-Savoie. On a aussi cette année, dans la foulée de ça, à New York, une discussion sur la BNJ, sur la haute mer, qui va se tenir. Jimmy Pain l'a rappelé, comment de mobiliser autour de ce truc-là 50 États qui viennent à New York pour peser et donner leur avis sur cette négociation, et dire aux juristes à un moment, on arrête de discuter, on prend nos responsabilités, comme ça se fait dans n'importe quel business dans le monde aujourd'hui. Il y a Stockholm. Stockholm, c'est le fondement même du mot développement durable. Il y a 50 ans, Stockholm réunit aussi Rio+30. C'est en mai, pardon.
Et c'est important pour refaire le point, le bilan de 50 années de développement durable et qu'est-ce qu'on a fait, on en est où et qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a ensuite la conférence des Nations Unies sur l'océan qui a lieu à Lisbonne, un mois plus tard, fin juin, début juillet, sur l'ODD 14, c'est le fameux agenda 2030 du développement durable, qui a lieu tous les 4 ans et qui est un véritable enjeu pour tous les gens qui s'intéressent à l'océan et pas que. Ensuite, on a Kunming, qui sont décalés, ça j'ai mis après, en septembre peut-être, qui j'espère parlera un peu d'océan, c'est pas sûr qu'on arrive à parler d'océan à Kunming, mais... Et puis enfin Sharm el-Sheikh, encore une fois, la COP à Sharm el-Sheikh, au bord de la mer, me semble aussi importante, une COP qui va impliquer l'Afrique, et l'Afrique est un enjeu majeur de la pêche aujourd'hui, notamment pas des Africains, mais de la pêche des pays du Nord, des pays développés en Afrique. Voilà pour moi une réponse globale, parce qu'il y a plein de questions, et on pourrait peut-être revenir dans des questions plus précises, mais je vais essayer de laisser le temps de parole à... Il y a tellement de questions. Bon, il faut répondre vite. Pour moi, le premier enjeu, c'est faire aimer l'océan, le faire découvrir. L'océan, c'est magique. Or, ça fait plutôt peur. Donc, il est essentiel d'aimer l'océan, d'en parler, d'imaginer, en fait, ces récifs coralliens absolument extraordinaires. Tous ces poissons qu'on peut vivre. Il faut faire aimer l'océan. Et ce matin, je vous parle d'amour. Du coup, vous êtes tous en train de me regarder différemment. Et il faut qu'on parle d'amour à nos citoyens. Il faut qu'on parle d'amour à ces 7 milliards de personnes aujourd'hui pour préserver l'océan. Ça, c'est notre challenge numéro 1. Et surtout, en parler. Si on aime quelque chose, on le préserve. On aime nos enfants, on les élève. On aime l'océan, on fera le travail. Donc ça, c'est notre enjeu numéro 1. Et à Brest, on doit parler de l'amour de l'océan. L'océan, pour la France, nous avons la 2e surface maritime au monde. Nous avons une chance extraordinaire. On est probablement le pays le plus chanceux au monde, je pense. Et donc, à partir de là, il faut qu'on en fasse la promotion dès le plus jeune âge. Et auprès aussi de toutes les entreprises, comme je l'ai déjà dit, de tous les entrepreneurs. Il faut raconter cette belle histoire. Vous avez raison, vous avez parlé de l'économie bleue. Moi, ça me fait rêver. J'ai envie de développer mes affaires, j'ai envie de développer mon ONG. J'ai envie d'aller découvrir des nouvelles espèces. J'ai envie d'avoir plus d'aventures comme Tara Océan. Et tout ça, je crois que c'est le rôle de la France, dans un 2e axe, qui est de faire rêver et permettre aux gens d'entreprendre, et de façon positive et optimiste. Bien sûr que la situation, elle est complètement catastrophique. Et bien sûr qu'on ne retrouvera jamais le jardin comme il était. C'est trop tard. Maintenant, on a notre jardin, et il va falloir qu'on imagine quel est le jardin de demain, tous ensemble, et qu'à partir de là, la France soit exemplaire. Donc notre rôle, il est majeur. Moi, je pense que vraiment, là, dans ce rôle après Covid, il est absolument essentiel que le président de la République vraiment ait un discours engageant. On a la chance de porter l'Europe. On est écouté par le monde entier. Je voyage, comme je vous l'ai dit, toute l'année, la moitié de mon temps depuis 30 ans. L'image de la France dans le monde, elle est extraordinaire. Et ce n'est pas que les marques de luxe. Nous avons fait notre révolution, comme vous le savez, et nous sommes exemplaires, nous sommes regardés par la terre entière. Les messages qu'on va diffuser à Brest, ça va rayonner à travers la planète. Donc il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et nos petites ONG, j'aimerais qu'il y ait des milliers d'ONG. Et encore une fois, des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui s'engagent, comme je l'ai fait, comme le fait Romain, ou comme le fait Thomas de Villancourt, entrepreneurs qui s'engagent aujourd'hui pour les ONG. Alors, ensuite, le rôle des entrepreneurs, c'était plébiscité. J'étais avec l'Institut Montaigne. Il y a 66% des Français aujourd'hui qui attendent avant tout des entreprises et des entrepreneurs de se positionner et d'avoir un impact positif sur la société. Bien avant le maire et bien sûr, malheureusement, les politiques, parce que je pense que vous faites un travail formidable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises doivent porter ce discours et s'engager parce qu'elles sont reconnues. Donc quand vous croisez des entrepreneurs, demandez-leur ce qu'ils font aujourd'hui pour la planète et l'environnement, parce que de toute façon, s'ils ne soutiennent pas des ONG comme les nôtres, je suis convaincu qu'ils vont disparaître. Tout simplement disparaître. Une entreprise qui ne s'engage pas aujourd'hui pour l'environnement, qui ne soutient pas une ONG, j'en suis certain, disparaîtra très rapidement, mesdames et messieurs les députés. Sur le sujet du plastique, bien sûr, c'est fondamental. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, avec l'ONG, vous vous rendez compte qu'on en est aujourd'hui à aller financer, en fait, des sacs, donc, que vous retrouvez dans les magasins grande surface et autres de France, sur lequel 5 € est reversé à notre fondation. D'accord ? Et c'est 4 € net par sac qui est reversé à notre fondation. C'est quand même une très mauvaise nouvelle.
vous rendez compte que c'est incroyable, il y a des déchets partout. Donc le sujet du plastique et le sujet des déchets est fondamental. Là aussi, c'est un sujet de formation, c'est un sujet d'éducation, c'est un sujet d'exemplarité et ensuite d'appliquer les lois. Parce que les lois, elles sont plutôt bien faites. Finalement, si on appliquait seulement les lois, je pense que le monde irait beaucoup plus loin. Et c'est ce qui m'appelle à parler de la haute mer. La haute mer qui, moi, me scandalise. J'ai traversé donc l'Atlantique encore récemment, mais j'ai vu des bateaux de pêche, si vous voulez, qui n'ont pas d'AIS. La pêche illégale, elle est partout en Atlantique. Venez avec moi, vous allez le voir. C'est absolument incroyable. En fait, nous sommes pillés. Je voulais juste faire le parallèle, parce que j'avais la chance d'être pas loin du Jardin des Tuileries ce matin. Et je me disais, si je vous faisais le parallèle, et je vous disais que le Jardin des Tuileries, on n'a pas le droit d'y aller pendant la nuit, je suppose. Imaginez que dans le Jardin des Tuileries, toutes les nuits, vous ayez 40 bonhommes qui pillent complètement le Jardin des Tuileries. Vous feriez quoi? On ne serait pas d'accord, on enverrait la police. C'est la même chose en haute mer. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des drones, des satellites, des systèmes de sécurité. Je pense qu'une alliance publique-privée avec les plus grosses GAFAM de ce monde peut s'envisager. On peut faire un appel aujourd'hui à tous ces géants, ces GAFAM qui sont en train de partir dans l'espace et leur dire désormais, venez, engagez-vous à nos côtés, amenez des solutions, parce que ça viendra des entrepreneurs, de ces grosses entreprises qui, elles aussi, ont besoin de se transformer. Juste une dernière remarque, si vous me permettez, Madame la Présidente. Alors, sur le repos biologique, donc, mon expérience personnelle sur les pêches, donc moi, je suis sur 15% des pêches durables et responsables. J'ai exclu de mes affaires, de mon business, 85%. Je pense que, grosso modo, il faut en garder 20-25%. Il y en a 75% arrêtés. Et il y en a 50%, c'est catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, d'ailleurs, des journalistes travaillent dessus, ça va bientôt sortir, les enjeux c'est terrible. Il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de bateaux de pêche aujourd'hui dans les océans Pacifique, Atlantique, qui attendent et qui pêchent illégalement. C'est incroyable. Et qui ensuite alimentent des marchés en Asie. Et personne n'en parle. Alors il est grand temps qu'on en parle, clairement, parce que nous sommes encore une fois en train de piller un bien commun. Et je ne pense pas qu'on peut dormir tranquillement, et vous et nous, pour les générations futures. Donc, moi, je pense que 30% d'AMP, c'est bien, mais 50%, ça ne m'aurait pas choqué. Et croyez-moi, j'ai la conviction que même en utilisant seulement 15% des pêches durables et responsables, en investissant dans l'innovation, dans l'aquaculture multitrophique, nous avons les solutions pour nourrir la planète. Je ne vous ai pas dit qu'on va manger moins de poissons. Je ne vous ai jamais dit ça. Du petit pélagique, on en découvre, vous avez vu, des millions de tonnes aujourd'hui sur certaines zones. Donc les solutions, elles existent. Il ne faut pas croire qu'on ne va pas nourrir la planète avec nos écosystèmes. Simplement, on a besoin de transformer tout ça de façon urgente et de se mobiliser avec les industriels. Donc moi, à Brest, j'aimerais un message d'optimisme, mais un message d'action et d'action concrète. C'est-à-dire que c'est très bien d'essayer de lancer des décrets et autres, mais il y a une telle urgence, on n'a pas de temps à perdre en fait. Et donner des exemples précis et d'engager les plus grandes entreprises de la planète. Merci beaucoup. Je vais donner la parole aux députés qui souhaitent vous poser des questions. Et notamment, je donne la parole à Véronique Creton qui a une contrainte. Allez, je vous invite à la poser votre question maintenant. Puis je vais inviter aussi Frédéric Tufnel, François-Michel Lambert, Sandra Marceau et Stéphane Buchou. Oui, je vous inscris. Véronique Creton. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, messieurs, merci pour ces présentations des enjeux cruciaux. J'étais rapporteur de la loi AGEC et je vous remercie de saluer l'ambition, mais je crois qu'il n'y a pas que l'ambition qu'on peut saluer, il y a aussi la mise en œuvre, parce que c'est une loi qui a été importante du point de vue de la mobilisation des acteurs, qui est très structurante, et je vous assure que nous sommes très vigilants sur le suivi des décrets. Et ça a donc placé la France en fer de lance au niveau de l'Europe sur l'économie circulaire. Et ce que je pense, c'est que nous ne pouvons pas être seuls. Et donc ma question correspond à, au sommet qui va avoir lieu. L'enjeu, c'est effectivement d'obtenir un accord avec un accord robuste sur la gouvernance, à la fois pour la partie de la biodiversité. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à obtenir les zones protégées de 30% qui avaient été évoquées pour la COP15 ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Frédéric Tufnel. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier Romain Troublé et surtout la Fondation Tara Océan pour tout le travail qui est fait avec les scientifiques. C'est absolument formidable.
Et puis dire un mot, vous questionnez sur la question de la surpêche. On va en parler au One Ocean Summit, je le sais bien, mais plutôt vous questionner sur l'aquaculture. Est-ce pour vous une bonne ou une mauvaise solution? On sait qu'on est encore dans une aquaculture qui est balbutiante. On est encore dans une tradition, enfin une opération, on est toujours dans la culture plutôt cueilleur-chasseur, même dans l'océan. Et donc, on sait que c'est une activité qui est tout à fait polluante, qui peut être source de problèmes aussi. Donc, est-ce une bonne ou une fausse solution? Je vous remercie. Merci beaucoup. David Lorion, vous souhaitez intervenir? Oui, merci Monsieur Troublé, merci Monsieur Sussman pour vos présentations. Je suis député de l'île de la Réunion et dans l'océan Indien, vous avez des aires marines protégées qui sont immenses. D'ailleurs, pratiquement 15 à 20% des aires marines protégées, notamment de l'océan, sont dans l'océan Indien, autour des îles éparses, Kerguelen, Crozet et Amsterdam, et autour des îles australes et antarctiques et des îles éparses. La difficulté qu'on a, c'est que l'affichage est évidemment très, très bien, mais on n'a aucun moyen de les surveiller. Et en réalité, l'OFB n'a que 224 agents, dont la moitié en contrat à durée déterminée pour surveiller des milliers de kilomètres carrés. En réalité, autour de ces îles éparses, c'est un pillage en règle de l'ensemble des hippocampes, de l'ensemble des concombres des mers, de l'ensemble en fait du poisson, parce qu'il n'y a aucun moyen de les surveiller. Et plus on va les étendre, et plus forcément on va faire de l'affichage, mais en fait, il n'y a aucune protection de ces aires marines protégées. Et je peux témoigner que les lagons, notamment des îles éparses, sont des ruines aujourd'hui pour une bonne partie d'entre elles, parce qu'il n'y a aucune surveillance militaire, et encore moins de l'OFB. L'OFB n'est absolument pas présente, évidemment, dans ces îles et ces surveillances des aires marines protégées. Donc, très bien. Merci. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis au conseil de surveillance de l'OFB, mais je vois ce qui s'y passe, et je peux vous dire qu'on n'en a absolument pas les moyens de surveillance. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à François-Michel Lambert. Merci Madame la Présidente. Comme vous le savez, j'ai porté en 2013 le sujet de l'économie circulaire, la première fois où on en a parlé dans l'hémicycle. Et dans le cadre de l'économie circulaire, celui qui a porté le plus d'amendements pour interdire nombre d'objets. Depuis 2015, nombre d'amendements que j'ai pu porter permettent d'interdire des objets en plastique à usage unique. Également une bataille homérique contre une partie de la majorité pour mettre des filtres à partir de 2025 dans les machines à laver, afin d'éviter que le microfibre file dans les océans et tue la nature. Je remercie encore Stéphanie Kerba de son combat. Le plastique, je propose dans une loi à venir ce vendredi la création de l'Agence nationale du plastique. Alors c'est très largement soutenu à part par le ministère de l'écologie et Plastique Europe, le lobby du plastique, mais l'OPESC, l'ADEME, Fédérec, Veolia, Carbios, la Société française du génie des procédés, le syndicat national des régénérateurs de plastique, la filière du plastique, Citeo, etc. soutiennent cette initiative d'une agence nationale du plastique pour dépasser les 2,5 emplois à l'ADEME pour gérer le plastique au niveau national. Est-ce que vous estimez que l'urgence est aussi d'avoir les outils au niveau français et j'espère un jour européen en la matière? Merci monsieur le député. La parole est à Sylvain Templier. Oui, merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour votre présence et pour la qualité et la grande utilité de vos actions. Et pour le bilan que vous nous avez fait. Alors, le One Ocean Summit ne sera pas l'occasion du bilan, mais aussi d'aborder des solutions. Il y a des leviers d'action sur les pollutions terrestres se retrouvant dans les eaux, mais qu'en est-il de l'utilisation même de l'océan pour le climat ? En 2019, le groupe d'experts sur les aspects scientifiques de la protection de l'environnement marin a publié une note relative aux techniques de géo-ingénierie marine. L'objectif est de profiter et d'amplifier par la technologie les capacités de captation du carbone par l'océan. La plus connue est la fertilisation par le fer pour stimuler la croissance du phytoplancton, ce qui permettrait de capter davantage de CO2. Il existe également la dissolution de poudre de minéraux issus de roches silicatées qui pourraient capturer le CO2 tout en luttant contre l'acidification des eaux. Les scientifiques appellent toutefois à la plus grande prudence sur ces manipulations de l'environnement. Les États-Unis viennent de lancer un programme de recherche sur la géo-ingénierie marine doté de 125 millions de dollars sur 10 ans. Je souhaiterais avoir votre avis sur la pertinence et l'utilisation de ces technologies et sur la balance bénéfice-risque de cette utilisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Sandra Marceau. Stéphane Duchou, puis Claire Pitola. Merci Madame la Présidente. Alors, lors de divers textes étudiés ces derniers mois, nous avons eu à analyser des amendements visant à interdire la fabrication et l'utilisation des polymères styréniques au motif de privilégier par exemple le vrac.
il m'apparaît important de partager avec vous les avancées produites par notre industrie française et sa recherche et développement. De nombreuses entreprises et groupes français, y compris chez moi en Charente, participent par exemple au développement de cette filière en économie circulaire de polystyrène 100% recyclé, 100% recyclable. Cette démarche de constitution en cours aboutit a priori pour 2023 et soutenue par Citeo et aussi incluse dans la charte signée avec l'État sur les emballages plastiques. Cette solution remplacera alors des emballages qui étaient impossibles à trier, à valoriser. N'est-ce pas une démarche durable d'économie circulaire ? La lutte contre la pollution plastique doit se poursuivre, bien sûr, et on ne peut que saluer votre action et vous soutenir dans ce sens. Mais il faut en même temps, à mon sens, pour atteindre cette lutte, passer par un soutien à ce type de recherche. J'aimerais vraiment vous entendre sur ce sujet, parce qu'on a eu pas mal de vos amendements à analyser. Merci beaucoup. La parole est à Stéphane Buchou. Stéphane Buchou et Claire Pitola. Puis c'est à vous. Merci, madame. Vas-y. Merci Madame la Présidente. Moi, je voulais vous interroger sur la pêche. La dernière réunion sur les quotas à Bruxelles en décembre dernier a décidé d'une baisse drastique de moins 37% sur une espèce, la sole en particulier, qui a suscité beaucoup d'émoi, une vive émotion dans beaucoup de ports de pêche de l'Atlantique. Ma question porte sur l'acceptabilité. Quelles sont vos propositions concrètes pour que l'on puisse faire cohabiter à la fois la préservation de la ressource halieutique et le développement d'une pêche durable et un avenir à la fois pour la pêche française, internationale et surtout les pêcheurs. Merci beaucoup. Merci. Claire Pitola. Merci Madame la Présidente, merci de m'accueillir dans votre commission aujourd'hui. Merci aux intervenants pour la qualité de leurs travaux. Je voudrais souligner l'importance de ces travaux qui mettent en avant la science. Et je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui, quand on a une montée de la défiance, de dire que la science nous aide à prendre des décisions justes et qu'au pays des Lumières, ça a du sens. Une question simple, dans tous ces enjeux en fait, qui doivent être portés fort par la France, comment les ONG se fédèrent pour faire avancer plus vite les choses ? Merci, c'est une bonne question, comme toutes les autres bien sûr. Et la parole est à Danielle Brulbois qui clôt. Merci Madame la Présidente. Est-ce que vous n'avez pas trop parlé, mais je voudrais connaître votre action sur les effets, les conséquences du tourisme de masse sur nos océans et aussi sur le développement quand même des ports de plaisance qui est en extension. Quelle est votre action sur ces deux sujets ? Merci. Merci, chers collègues. Voilà, nous avons clos cette première série, peut-être dernière série. En tout cas, je vous laisse, la parole est à vous pour répondre à toutes ces questions. Romain Troublé ? Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces questions, il y en a beaucoup. J'essaie de prendre dans l'ordre. Question sur la loi AGEC, effectivement, la loi est ambitieuse, on l'a déjà dit. Nous, on a participé à tous les décrets, toutes les négociations, toutes les réunions de décrets avec ONG. On est aussi la seule ONG membre du pacte qui réunit toutes les entreprises et ministères sur le marché en France. La seule qui suit toutes ces réunions du pacte plastique, pacte emballage plastique. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a déshabillé l'ambition de cette loi. On l'accepte ou on l'accepte pas, c'est la vérité. Encore récemment à Noël, où tout le fonds réemploi a disparu, terminé. Il était de 100 millions, il passait à 20, puis maintenant il y a 0. Et donc c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'on avait une loi qui était ambitieuse et qu'on n'a pas réussi à suivre. En tout cas, le gouvernement peut-être a tourné la tête de ces enjeux-là, politiquement. On n'était pas là à surveiller ce qui se passait. Le pacte emballage, il était accueilli au ministère pendant 2 ans au départ, et maintenant il est accueilli là où on peut dans les entreprises parce que le ministère ne veut plus s'occuper de ce truc. Donc c'est symbolique de ce qui s'est passé sur cet enjeu plastique. Et comme sur le plastique, je vais directement sur l'intervention de François-Michel Lambert. Pour une agence du plastique, pour des outils, effectivement, moi je suis d'accord qu'il faut des outils. Je pense qu'il faut aussi que ces outils soient assortis d'un registre plastique. Aujourd'hui, il y a 20 résines majeures, il y a plus de 2000 additifs. C'est le bordel. On ne pourra jamais avoir une économie de recyclage rentable tant qu'on n'aura pas réduit les plastiques à recycler. Tout se mélange, c'est mélangé, on ne peut rien en faire, c'est une véritable soupe dégueulasse, si je peux m'exprimer ainsi.
Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait un registre plastique, il faut qu'il y ait une stratégie de réduction des plastiques dans cette agence également. Et également, quelles alternatives on trouve au plastique demain? Comment développer, comment avancer là-dessus? Donc ça, je pense c'est important. Donc le décret, j'en ai parlé. 30-30, c'est pas 30% de protection des océans à 2030, ce ne sera pas une question majeure. On ne va pas beaucoup avancer là-dessus, à mon avis, sur le One Ocean Summit, mais c'est une question de Kunming, la Convention sur la biodiversité biologique. C'est là que ça va se négocier. Et c'est là que beaucoup d'États se mobilisent. Moi, je pense qu'il faudrait même dire la mer, elle est protégée par défaut. Et quand on veut exploiter, eh ben, on fait une demande. Aujourd'hui, la mer, elle est exploitable. Et quand on va la protéger, il faut se mettre d'accord. Donc, elle y perd à tous les coups. OK ? L'aquaculture et la pêche, tu vas répondre sur tous les sujets. Les éparses, je reviens les questions sur les éparses. On a montré, et c'est un exemple qui est pris dans le monde entier, donc je vais dans toutes les négociations où je passe mon temps, que ce qu'on fait sur les cargalènes et sur la pêche à la légine est exemplaire. Satellites, radar, capteurs radar sur les albatros, moyens de pêche, 7 licences accordées uniquement, très rentable, archi rentable pêche, évidemment, et des surveillances, et on a arrêté beaucoup de bateaux qui passaient par là, on les voit. En revanche, effectivement, sur les éparses, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas ce système satellite pour vérifier qui passe dans les eaux. Il n'y a pas assez de surveillance. Effectivement, comment on met les moyens à l'OFB, notamment, pour soutenir cet enjeu de protection de notre territoire, de notre France, du monde entier. Géo-ingénierie, il y a eu beaucoup... Alors, 125 millions de dollars, c'est peanuts, hein, c'est des cacahuètes pour les Américains. 125 millions de dollars, ça veut dire que, OK, c'est un truc qu'on n'ira jamais dedans, mais on veut quand même voir ce qui se passe. Mais il y a 125 millions de dollars sur 10 ans en Amérique, 12 millions de dollars par an, c'est pour boire des cafés. Hein. Donc ça, c'est aucun enjeu américain là-dessus. L'ingénierie, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par les chercheurs qui travaillent avec Tara. Quand on balance du fer, on a une activité effectivement de carbone et de production de micro-organismes, mais elle est totalement éphémère. Dès qu'on arrête, c'est terminé. Il n'y a aucun lancement d'un processus long terme. Il y a eu des choses comme ça qui ont été faites au Canada. Il y a même des mecs qui ont vendu des certificats carbone pour dire, bah voilà, donnez-moi, j'ai vendu des certificats, mis des ferrailles dans la mer et produit des certificats carbone pour compenser des entreprises. Donc ça ouvre aussi la porte à des trucs complètement délirants. La pêche, les ONG, la recherche, comment les ONG se fédèrent. La plateforme Océan Climat, c'est ça. C'est 100 membres qui se sont mis ensemble avant la COP21 pour peser en disant comment on fait rentrer l'océan dans cet accord climatique de Paris, grâce à ces mobilisations-là, en alignant toutes les ONG sur le même message, en mettant aussi en alignant les pays sur le FLOR, les 40 pays États insulaires qui se sont alignés à Paris sur le FLOR sur la même demande. C'est grâce à cela que l'océan est rentré dans le préambule de l'accord de Paris comme les écosystèmes à protéger pour le climat. Donc on arrive à se mettre d'accord. Encore une fois, ici à Ocean Summit, il y aura des ONG dans la rue, effectivement, qui diront aussi que l'économie bleue n'est pas l'économie maritime. Hein. L'économie bleue, c'est l'économie maritime qui fait du bien à l'océan. Donc on ne repeint pas toute l'économie maritime en bleu. On s'intéresse à ce qui est aux innovations, comme tu as parlé, aux enjeux qui permettent de restaurer ces écosystèmes, le business et l'économie qui permettent de faire attention à ça. Dans les EMR, bien sûr, les bateaux et les bateaux qui sont au GNL, on essaie de développer de nouvelles technologies sur ces sujets-là, qui sont pour moi des enjeux d'économie bleue, mais tout le reste n'est pas forcément tout bleu. C'est important de le rappeler parce qu'on a vite fait de dire l'économie maritime c'est l'économie bleue, et c'est pas du tout le cas encore aujourd'hui. Et le tourisme de masse, port de plaisance, je pense que les ports de plaisance, il faut les faire à terre. Je pense que les bateaux, Jimmy sait mieux que moi, mais les bateaux qui sont dans un an en port, ils passent 5 jours en mer. Le reste du temps, ils sont au port, attachés. Donc, ce qu'il faut développer demain, c'est pas des ports plus grands sur le littoral, c'est mettre ces bateaux sur des terrains à terre, à sec. Ils le font très bien dans plein de pays de la planète. Ils empilent beaucoup sur plusieurs étages des bateaux, et ça fonctionne très bien. Et ça coûte beaucoup moins cher en entretien pour les bateaux à la fin de l'année aussi. C'est sûr. Et tourisme de masse, écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez le tourisme de masse, c'est sur les plages ou sur les bateaux autour du monde, les grands paquebots. Évidemment, j'étais en Antarctique il y a quelques semaines, sur Tara, et effectivement, on ne voit pas un jour sans qu'on voit des bateaux de croisière passer. J'en ai vu 3 du Ponant, mais pas que, beaucoup d'étrangers, beaucoup de Russes, beaucoup d'Américains. Il y a du monde en Antarctique l'été, pendant 2 mois.
Donc est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on laisse faire ça demain? Est-ce que c'est important d'ouvrir un peu ce tourisme comme ça à des coins aussi perdus de la planète? Est-ce que c'est super? Je ne suis pas certain que ce soit vraiment indispensable. Merci. Mais David a sûrement d'autres choses à dire sur la pêche, je n'ai pas répondu sur la pêche. Mais c'est lui l'expert. Autant lui dire qu'il est celui qui... Laissez parler les experts. J'en pense pas, moi. Alors merci pour toutes vos nombreuses questions. Sur le sujet sur la première question, en lien avec les aires marines protégées, AGEC, je pense que tu as dit ce qu'il fallait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le sujet, en effet, de la pêche et de l'aquaculture. L'aquaculture, aujourd'hui, vous savez, c'est un marché... la pêche, l'aquaculture, c'est 300 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est principalement... c'est 60% d'aquaculture, 40% de pêche sauvage. Moi, je me suis interdit de commercialiser la majorité en fait, des produits d'aquaculture, sauf des huîtres, des moules, etc. Ce que j'ai vu sur certaines zones, chez certains industriels, en fait, le sujet de l'aquaculture, c'est le même sujet que l'agriculture. C'est-à-dire comment vous allez nourrir les animaux et quels sont les aliments, en fait, nourrir les animaux, d'accord? Et malheureusement, dans l'agriculture, vous avez tout et n'importe quoi. Mais comme nous, si on se nourrit mal, évidemment, ça va plutôt mal se passer pour notre santé. Et c'est la même chose dans l'aquaculture. Et malheureusement, on en parle trop peu. Donc, vous avez commencé à légiférer. Je suis ravi de voir enfin des Nutri-Score et d'autres. Vous aurez toujours un lobby des industriels, malheureusement, qui sont aussi pour certains mes clients, qui ne veulent pas que ça aille assez vite. Moi, je suis pour une totale transparence, traçabilité, en fait, de tous les produits et de l'application, enfin, de l'impact santé, en fait, bien-être, etc. C'est-à-dire qu'on doit aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est les scores, d'accord, nutrition, traçabilité, impact CO2, etc. Il en faut, voilà, c'est une infinie qu'on doit créer. Donc, le sujet de l'aquaculture, il doit se transformer très vite. Il faut qu'on en parle, il faut que les médias en parlent, il faut aller démontrer en fait la réalité de certains produits qui aujourd'hui sont consommés. La plupart d'entre vous, je suis certain, vous ne ferez pas la différence entre une sole d'aquaculture ou pas d'aquaculture, une crevette sauvage, une crevette pas sauvage. Les gens n'en ont aucune idée. Et malheureusement, dans les restaurants, aujourd'hui, ce n'est pas clair. Vous n'avez pas de QR code, on ne le sait pas. Et moi qui vis ça au quotidien, je peux vous dire que même si j'ai fait un très bon travail jusqu'au restaurateur, le restaurateur, au dernier moment, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est inadmissible. Donc on a besoin vraiment d'avoir une traçabilité de la pêche. Et encore une fois, ça s'applique pour moi aussi à l'agriculture. Donc, mais je suis convaincu qu'une nouvelle agriculture, en fait, est possible. Et il y a plein de solutions, parce que je connais évidemment bien le métier. Sur le sujet de la Réunion, je connais très bien la zone. J'y suis allé très régulièrement. Quelle magnifique... la chance que nous avons d'avoir notamment la Réunion. Je connais bien la pêche à la légine, le thon, la langouste, etc. depuis plus de 20 ans, où je me suis rendu. Et en effet, les grands enjeux, c'est aujourd'hui, vous le savez, quand on va pêcher à la légine, parce que vous avez aussi des terroristes, vous savez, enfin, c'est incroyable. On a dû quand même avoir l'armée qui accompagnait les bateaux de pêche. Mais les zones sont plutôt des zones où on fait une très bonne pêche durable et responsable. Mais clairement, vous avez énormément de pays aujourd'hui qui pillent, on le sait bien, cette zone-là. Et donc, il faut qu'on agisse. Alors moi, j'ai imaginé du public-privé, encore une fois, j'ai imaginé ces satellites, j'ai imaginé qu'il fallait qu'on construise très vite quelque chose. Mais vous savez, c'est comme les PV à Marseille, depuis peu, où je vis désormais. Les PV, je peux vous dire qu'on les passe parce que vous avez fait quelque chose qui est public-privé. Donc, il faut aller plus vite. Aujourd'hui, on doit, de toute urgence, aller, en effet, vérifier ce qui se passe au large de la Réunion. Et comme vous le savez, dans l'océan Pacifique, on parle de milliers de bateaux qui se servent aujourd'hui. Moi, j'en suis malade et j'espère que vous partirez avec cette petite boule au ventre. On ne peut pas le tolérer. Donc, il faut à tout prix qu'on arrive à le montrer, qu'on arrive à communiquer là-dessus et à s'engager. En dehors de ça, je trouve qu'à La Réunion et sur les zones pacifiques, on fait un formidable travail. Sur le sujet du plastique, je l'ai déjà dit, moi je crois qu'il faut qu'on innove et qu'il faut qu'on prenne des décisions qui sont urgentes parce que la situation est catastrophique pour les industriels aussi. Je le vis au quotidien, c'est-à-dire qu'au quotidien, un industriel, vous savez, quand vous vendez des sardines aux conserveries, enfin moi je travaille dans le monde entier avec des industriels, c'est compliqué, c'est-à-dire que malheureusement nos blocs industriels, on travaille avec du plastique, donc il nous faut des alternatives. Après vous avez une question, un impact prix. Donc, c'est quand même extrêmement difficile de changer tout ça.
Mais en effet, il faut légiférer, c'est notre rôle, c'est votre rôle. Sur le sujet du geoengineering marine, moi je pense que c'est un très bon sujet parce qu'évidemment on doit énormément investir dessus. Et quand on parle de l'océan, bien sûr, on doit parler d'air et on doit parler de climat. Alors la plateforme, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Romain. On a une plateforme. Elle s'appelle la plateforme Océan Climat. On essaye d'être tous membres, on essaye d'échanger, on essaye d'être la main dans la main, on essaye de travailler ensemble. C'est pas facile, mais on essaye de se fixer un cap commun. Et on y arrive petit à petit, on signe des engagements ensemble. Mais Romain, il faut qu'on s'engage à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, tous ensemble, et même accompagner ce mouvement. Moi, je suis pour plus d'ONG, plus d'associations, plus d'engagements. D'ailleurs, comme les entreprises. À ça, je voudrais revenir sur l'air, j'étais ravi de voir justement une initiative locale, donc Claire Pitola qui crée Objectif Air. J'ai envie de dire, faites tous comme elle, parce que c'est une action concrète. Et aujourd'hui, Objectif Air va pouvoir amener des actions dans les écoles et autres et expliquer en fait ce qu'est l'air autour de nous, au même titre que l'océan. Ça me paraît très essentiel. Donc créez des associations comme vous le faites, parce que du coup, vous avez énormément, la société civile vous regarde et du coup, vous avez un véritable impact. Le deuxième axe dont je voulais parler, c'est justement, puisqu'on parlait des ports de plaisance et du tourisme de masse. Tu as mentionné Ponant, qui d'ailleurs nous soutient, que je connais extrêmement bien. Je crois qu'ils font un travail remarquable. Mais on pourra s'interroger, est-ce qu'un jour on doit absolument aller sur certaines zones ? Peut-être pas. Peut-être pas sur toutes les zones, en effet. Et peut-être on doit vraiment créer des sanctuaires ou les observer autrement. Et peut-être pas y aller. Et sinon, j'avais le point sur les fourrières maritimes. J'ai pas compris comment on devait passer une loi, ou j'entends parler d'une loi que je soutiens sur la fourrière maritime, et finalement la loi elle n'est pas passée. Je ne comprends pas. La fourrière maritime, c'est un enjeu majeur. Il faut savoir que les bateaux, vous les retrouvez au fond de l'eau, parce que c'est la solution facile pour tout citoyen aujourd'hui qui n'a pas envie de s'en occuper. Et vous avez en fait des bateaux au fond de l'eau, ce qui me scandalise complètement. Il y a un autre enjeu qui est l'engagement en fait du monde maritime et notamment aussi des voileux. Alors, Pure Océan devient partenaire du Globe 40, for Pure Ocean et de choses comme ça. Mais quand je vois certaines grandes courses océaniques aujourd'hui qui ne sont pas encore engagées, qui ne parlent pas encore de CO2, les plus grands industriels aujourd'hui qui construisent des bateaux, notamment à voile, et qui ne parlent pas de CO2, et on est encore à faire uniquement du carbone sans parler de l'impact que ça peut avoir, moi je suis scandalisé. Je ne comprends pas que les industries aujourd'hui ne se sont pas encore mobilisées. Donc, mon ami député du Morbihan, je te propose que nous ayons une action commune tous ensemble là-dessus pour essayer de faire cette promotion à une transformation rapide dans ce domaine-là. Et alors, ça s'appelle la vague, oui, ça s'appelle la vague, mais la vaguelette, permettez-moi de le dire. Mais ça s'appelle la vaguelette, et je la soutiens, le mouvement de la vague. Moi, je n'ai pas envie d'une vaguelette, j'ai envie d'un tsunami, j'ai envie que ça se mobilise, j'ai envie que ça s'engage et que ça aille jusqu'au bout des industriels, parce que les prochaines courses océaniques, les bateaux sont déjà en construction. Du moins qu'on en parle, et qu'au même titre qu'aujourd'hui, vous achetez un véhicule, vous prenez le train, vous prenez l'avion, tout le monde a compris qu'il fallait prendre le train. C'est très concret. On émet 18 fois ou moins de CO2, on prend le train aujourd'hui. Si vous étiez venu en avion, c'est choquant pour tout le monde. Je suis venu en train vous voir jusqu'à Paris de Marseille. C'est très concret. Faisons la même chose dans différentes industries. Et en fait, à tout niveau, donnons des exemples concrets. Je reviens sur ces scores que je trouve ont un impact. Regardez, des applications simples. Yuka change le monde. Le monde, il change avec ces outils-là. Et on ne doit pas se leurrer. Vos enfants, vous utilisez ces outils-là toute la journée. Utilisons-les. C'est des armes extraordinaires, en fait, de connaissances et pour impacter plus nos citoyens. Voilà, j'ai essayé de répondre à quelques-unes de vos questions. Ah, j'ai répondu. Oui. Merci pour toutes vos réponses. D'une manière globale, sur la pêche, sur les ports, enfin, moi, je veux dire, évidemment, on soutient complètement, mais je trouve que vos réponses sur le plastique et sur l'idée qu'il y ait une recherche de ressources, de matières en économie circulaire, donc quand même avec des entreprises, et peut-être qui ne sont pas celles avec qui vous travaillez. Évidemment, il y a des grands groupes, parce qu'on sent que vous avez quand même du vocabulaire extrêmement dur, tsunami, armes. Si on veut embarquer tout le monde, à mon sens, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais je ne suis pas votre conseillère communication. Ce que je veux dire par là, et oui, parce que c'est quand même assez violent et pas assez clair, votre position, je pense, là-dessus. Et quand je le dis avec sincérité, qu'on a eu des amendements à débattre, qui venaient de chez vous, moi je trouve que c'est pas clair, et pourtant on a besoin de rassurer l'industrie française et sa recherche qui fait quand même des choses,
Bon, il y a au-delà des politiques RSE, on est vraiment dans du concret, là, puisque vous demandiez du concret. Moi, j'aimerais savoir votre position. Je parle du polystyrène, mais on peut parler, puisque vous avez parlé, vous avez l'air de très bien connaître le sujet. On peut parler d'autres types, effectivement, de plastique, mais moi, j'aimerais avoir votre position, parce que derrière, ce sont quand même des emplois, mais c'est aussi l'innovation à la française. Et l'idée que ça n'aille plus, évidemment, dans l'idéal, dans les océans. Donc, On va laisser Romain Troublé répondre. Merci. Moi, je ne parle pas de tsunami d'armes. Ce n'est pas moi les mots tsunami d'armes. D'accord. Voilà, on peut prendre un exemple. Je pense que dans le plastique, il y a le réemploi et des innovations qu'on peut trouver sur le réemploi pour réemployer, évidemment. Il y a le recyclage de base, où on fait le tri et on recycle. Il y a le recyclage enzymatique, incarné aujourd'hui par une boîte qui s'appelle Carbios en France, qui est innovation, comme vous dites. Et il y a le recyclage chimique. Le recyclage chimique, qui a été introduit lors d'une négociation sur la loi économie, climat et résilience, c'est une mascarade. Alors, je vous invite à voir le rapport de Reuters, comme il dit, le rapport de Reuters de fin août dernier sur le recyclage chimique dans le monde. J'invite à lire ce rapport, tellement il est éclairant sur ces enjeux de recyclage chimique aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, donc je prends un exemple, le recyclage chimique sur le polystyrène notamment, avec l'idée que Eastman va venir débarquer en France pour investir et créer une entreprise et des emplois en France pour le recyclage chimique. Eastman, ils vont être prêts en 2025, et puis on va se rendre compte sur des fonds publics, principalement. Ils viennent chercher des fonds publics, les Américains, quand ils viennent chez nous en France avec ce projet-là, pour un recyclage chimique qui ne marche pas, qui va gérer 10 000 tonnes à la fin de l'année, chaque année, de recyclage chimique sur des gisements qui sont 100 fois supérieurs dans de grandeur. Donc ça va nulle part. Et là, on est en train de dire à Eastman, venez chez nous, c'est formidable, investissez pour le recyclage chimique qui sera peut-être ouvert en 2025 et qui, en 2028, on dira, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et on n'a pas passé l'amendement PS porté par Jimmy au mois de juillet dernier, parce qu'on a cru en cet enjeu de recyclage chimique. Et avec un rendez-vous au mois de décembre. Au mois de décembre, les gens sont revenus sur la table, on a dit, bon, on n'a rien préparé, on s'en fout, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Ben non, en fait. Et on n'arrive pas à voir le rapport. Il y a un rapport qui est sorti là, depuis quelques jours. Il n'est pas public, ce rapport. Elle est où la transparence ? C'est ça qu'on demande. Moi, je ne suis pas contre les emplois, évidemment que non. Tu vois, mais je veux qu'on soit transparent et qu'on discute tous en même temps autour de la table. Et ce n'est pas le cas, du tout. Sur le polystyrène, qui est toxique en plus, il y a des études là-dessus, il y en a 3, commence à sortir. Donc, comment ? Ouais. Votez-le. Merci beaucoup à vous tous. À vous. Une dernière, oui. Une intervention rapide, courte ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des éoliennes en mer ? Voilà. Oh bah c'est un vaste sujet, on en a pour 2 heures. Alors là, moi, je vous invite là, il est 10h59, vous pouviez vous inscrire comme tout le monde pour des questions. Je crois qu'on va ouvrir un débat qui, en plus, est extrêmement passionné, dans lequel j'aurais du mal à pas intervenir, parce qu'avec Jimmy, mon collègue, voilà, on a des positions plutôt claires sur ce sujet. Voilà, rapidement, mais si en 1 minute, vous avez un avis, je prends, mais je trouve ça dommage de tronquer ce débat et ce sujet. Mais bon, allez-y. Moi, je voudrais juste revenir sur les mots peut-être un peu durs que j'ai eus. J'ai parlé de combat, j'ai parlé de tsunami, j'ai parlé de vaguelettes. Ok, peut-être. Mais j'étais là pour vous dire ce que je pense franchement. D'accord ? J'ai pris du temps pour vous, vous prenez du temps pour moi. Et je crois que c'est important, en fait, que vous nous entendiez avec passion parce qu'on croit en ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et que le discours, il doit être dur. À côté de ça, je vous ai parlé de solutions. Je vous ai parlé d'amour. Je vous ai parlé d'engagement. Je vous ai parlé d'action. Moi, je suis un hyper positif. Je suis convaincu qu'on aura réglé le problème dans 20 ans. Parce que je crois en l'humanité, je crois en l'action, en fait, des hommes et des entrepreneurs. Dans 20 ans, c'est plié. Par contre, il y a urgence. Donc, en effet, prise de conscience, des mots difficiles. Ensuite, on passe à l'action. Et on a besoin de travailler tous ensemble. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. On se mobilise tous ensemble dans l'action, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes des gens qui faisons des choses. Donc, je suis hyper optimiste pour l'avenir. Et j'ai la foi. Je pense que la France, aujourd'hui, a une position extraordinaire. Nous avons toutes les compétences pour changer le monde et pour l'impacter positivement. Et nous l'avons montré dans l'histoire de notre magnifique pays.
Donc, excusez peut-être mes mots durs, mais c'était fait absolument exprès. Sur le point des éoliennes, juste pour conclure, en fait, il y a quelque chose qui m'inquiète, que je ne comprends pas. Comment se fait-il que si l'enjeu principal, c'est le CO2, et c'est le réchauffement climatique, alors qu'on connaît des énergies, et je ne vais pas les nommer, aujourd'hui qui n'émettent pas de CO2, pourquoi, au global, sur notre planète, nous n'investissons pas plus sur ces énergies? Parce que, évidemment, moi j'ai visité ITER, vous l'avez probablement visité, je suppose, dans le Sud, c'est la solution, mais on en a encore pour 30 ou 40 ans. En attendant, on connaît les solutions. On connaît les solutions qui n'émettent pas de CO2. Je pense notamment au nucléaire. Il faut être très clair. Donc, quand on me parle d'éoliennes qui fonctionnent, quand elles fonctionnent, etc., eh bien, je dis juste que tout ça, moi, je crois en la science, je crois en la data, je pense que ça se calcule. Je ne suis pas un expert, donc je ne peux pas me positionner. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce que je laisse à mes enfants. Et ce CO2 aujourd'hui, qui me fend le cœur, qui fait que je me suis engagé aujourd'hui, qui détruit l'océan, ma biodiversité. Et donc, je ne peux pas le tolérer. À partir de là, je crois qu'il faut juste se dire qu'est-ce qui est le plus urgent aujourd'hui, sachant qu'on a 30 ans pour agir. Pour les éoliennes, moi, je suis pour le mix énergétique, en fait. Et donc, c'est pas une question d'éoliennes ou pas. On va voir nos voisins autour de nous. Il y en a partout. Il n'y en a pas en France. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Le Danemark, il est petit pays, d'accord. 100% de son énergie vient des éoliennes, quasiment. Il en vend même parfois à l'extérieur. Donc il faut les mettre, ces éoliennes. Mes gamins, ils trouvent ça très joli, une éolienne. Même au large, ils trouvent ça beau, graphique. Nous, peut-être qu'on trouve ça moche qu'on n'avait pas avant, on n'est pas habitué. Il faut les mettre plus loin d'abord aujourd'hui, et puis quand on aura tous grandi, les gamins, eh ben on les rapprochera peut-être sur le terrain. Mais une dernière chose sur les éoliennes, je pense qu'il ne faut pas prendre en compte que le trafic maritime et l'économie marine pour le positionnement des éoliennes, il faut aussi prendre en compte la biodiversité. Et il faut aussi dire clairement aux pêcheurs, est-ce que vous pourrez pêcher dedans, est-ce que vous ne pourrez pas pêcher dedans? Parce qu'aujourd'hui, les pêcheurs, ils ne savent pas s'ils pourront pêcher dedans ou autour des éoliennes, et que c'est pas clair, et quand c'est pas clair, ils sont contre. Exactement. Comment? C'est pour ça que je parle. Merci oui, mais beaucoup. il manque aussi on n'a pas une étude d'impact sur la biodiversité, sur les oiseaux, et également. Évidemment que la recherche doit y aller. Merci. Mes chers amis, merci beaucoup. C'était passionnant. Un grand merci à nos invités, nos deux invités. Merci pour vos propos, merci pour votre engagement, merci pour votre franchise. On apprécie beaucoup. Nous nous retrouvons cet après-midi pour l'audition de Arnaud Leroy. N'oubliez pas de revenir à 14h30 dans cette même salle pour l'écouter sur l'étude Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Merci, bonne journée à vous et merci à ceux qui nous écoutaient. Merci.